La biologie synthétique pourrait bien révolutionner la manière dont nous stockons l'information, une technologie qui pourrait décupler nos capacités de stockage et redessiner jusqu'au data center que nous connaissons aujourd'hui. Alors pour en parler, en plateau avec moi, Erfan Arouani, cofondateur et président de Biomemory, spécialisé dans le stockage via l'ADN synthétique. Bonjour. Bonjour. Alors vous étiez déjà venu sur le plateau de Smartech pour nous présenter votre travail et notamment vous aviez réussi à enregistrer la déclaration des droits de l'homme sur une petite capsule grâce à ce procédé que vous avez pris avec vous, formidable. Alors vous n'êtes pas seul pour entrer dans ce débat, nous avons aussi à distance Marc Antonini, directeur de recherche au CNRS. Bonjour. Bonjour. Alors, vous travaillez au laboratoire I3S, qui est en fait une unité mixte de l'Université Côte d'Azur et du CNRS à Sophia Antipolis, qui est dédiée à la recherche sur le stockage de l'information. Alors d'abord, pourquoi est-ce qu'on se tourne aujourd'hui vers de nouvelles méthodes de stockage ? Alors on se tourne vers de nouvelles méthodes de stockage parce qu'aujourd'hui, on a des supports de stockage traditionnels, de type, rapidement, les supports de charge et les supports magnétiques. En gros, les disques durs, les bandes magnétiques, les mémoires flash comme les SSD. Et ces supports, en fait, ont trois problèmes. Alors, le premier, c'est que c'est très fragile. Dans le temps, ça s'use. Et donc, ça signifie qu'il faut les renouveler régulièrement. De 3 à 7 ans selon les supports. Donc, ça va assez vite. La deuxième raison, c'est que les supports prennent de la place. Beaucoup de place. Tellement de place qu'aujourd'hui, si on regroupe tous les data centers de la planète, ça prend 2 fois la surface de Paris. Probablement, dans 10 ans, ce sera la surface de quelque chose comme l'Islande. D'accord. Troisième problème, le coût énergétique. Ces data centers consomment tellement d'énergie qu'aujourd'hui, on voit que cette énergie consommée correspond à peu près à celle du Japon. Donc avec une empreinte carbone largement supérieure à l'aviation. Et est-ce qu'en termes de capacité de stockage aussi, on a besoin de se tourner aujourd'hui vers de nouvelles solutions, Marc Antonini ? Alors oui, absolument oui. Aujourd'hui, on voit qu'il y a plusieurs limitations, je dirais, dans les systèmes de stockage actuels, comme vient de le dire Erwan. En fait, les disques durs ont des durées de vie limitées, ce qui veut dire que chaque 5 ans, 10 ans, on est obligé dans les data centers de les recopier les données afin de préserver leur intégrité. Et ça, donc, c'est coûteux, ça consomme de l'énergie et ça aussi, on peut perdre de la donnée en fait lors de cette migration. Ce qui fait que, qui plus est, l'accroissement de cette donnée aujourd'hui, que l'on appelle de la donnée froide, en fait, de la donnée que l'on utilise rarement, voire jamais, cet accroissement de données est de 60% à peu près par an. Et la capacité de stockage aujourd'hui, en fait, nos capacités à créer des nouveaux systèmes de stockage, en fait, des nouveaux disques durs, la croissance ne suit pas en fait cette croissance de la donnée froide. Donc on est obligé de s'orienter vers des nouveaux systèmes de stockage. Alors c'est pour ça qu'on s'y intéresse au niveau recherche. Et l'ADN synthétique est un candidat intéressant. Alors pourquoi ? Quels sont les avantages de cette solution ? Est-ce que ça répond à toutes ces problématiques que vous venez d'évoquer, Erfan ? Oui, effectivement, parmi toutes les solutions alternatives qui sont en cours de développement, l'ADN est probablement la meilleure solution. D'ailleurs, les financiers ne sont pas trompés. C'est là que se font les investissements. Microsoft, Intel, tout le monde investit dans l'ADN. Alors, l'ADN a plusieurs propriétés. La première, la plus importante, c'est que sa conservation est très longue. On parle d'un ordre de grandeur 10 000 fois supérieur aux conservations des supports actuels. Je vous ai amené un support. C'est énorme. Alors ça, c'est quoi ? Ça, c'est le support le plus utilisé aujourd'hui. Pas une disquette. Okay. C'est une bande magnétique. D'accord. Aujourd'hui, 80% des données du monde sont dans ce type de support. Un data center très normal en contient 50 000, 100 000. Et c'est une bande magnétique. Et sur cette bande, j'ai ici, c'est une petite bande, elle fait 6 Tera, on en a qui font 20 Tera. Il faut 5h30 pour la remplir. Et cette bande, en fait, je vais vous donner une image. La voiture, imaginez que vous vouliez faire un Paris-Marseille. Vous achetez une voiture, vous faites votre Paris-Marseille, et ensuite vous la jetez la voiture. Pour faire le trajet retour, vous rachetez une voiture.
Cette bande, c'est ça par rapport à l'ADN. Vous l'utilisez 3 ans, 5 ans, 7 ans, ensuite vous la jetez. Et vous ne pouvez pas la réutiliser. Et alors, on peut mettre la même quantité que ce qu'on mettrait là-dedans, dans la petite capsule que vous nous avez apportée? Alors non. En fait, non. Dans cette capsule, c'est 6 téraoctets, c'est-à-dire Ouais. l'équivalent de 6 disques durs d'un ordinateur classique. Et dans cette capsule, en manière théorique, ce sera plutôt 4 millions de disques durs. D'accord. Donc, effectivement, Voilà. la puissance de stockage est énorme par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer tous les deux, peut-être on va commencer par vous, Marc Antonini, comment ça fonctionne? On parle d'abord d'un ADN synthétique, ça veut dire qu'on n'ira jamais dans le vivant. Alors, l'objectif, effectivement, c'est de ne pas aller dans le vivant. Donc, c'est plutôt de l'ADN, en fait, qui va représenter de l'information binaire. Alors, comment ça fonctionne? Bien, tout d'abord, on a des données, en fait, binaires en général. Alors, des images, du son, des fichiers, donc vos emails. Donc, tout ça, c'est de la donnée numérique. Et l'idée, en fait, c'est de convertir ces données numériques en données donc adaptées au support ADN. La donnée numérique, vous savez que c'est du 0 et du 1, donc adapté au disque dur, aux ordinateurs. L'ADN, c'est 4 bases, A, T, C et G, adénine, thymine, cytosine et guanine. Et donc, en fait, ce qu'il va falloir faire, c'est convertir cette donnée numérique en ce qu'on nous on appelle un code quaternaire, de façon à ce qu'il puisse être écrit en fait sur de la donnée, en fait sur de l'ADN synthétique. Comment Alors, une fois on que fait cet ça? ADN a été synthétisé, eh bien donc on va le stocker. Alors on le stocke dans des petites capsules. Alors je pense que Erfan en a une, mais j'en ai une aussi là. Je peux vous montrer à l'écran. Donc ces capsules-là sont créées sont construites par Imagen, donc qui est une compagnie française. Une fois que c'est stocké, bon bien voilà. Donc là l'ADN il est synthétisé, stocké donc dans des conditions idéales et on peut le conserver pendant des années. Maintenant, le problème, c'est le jour où on veut le récupérer, ce qu'on a écrit dans cette donnée ADN, et donc qui a été stocké dans cette capsule. Donc, il va falloir ouvrir la capsule et puis faire ce qu'on appelle du séquençage, c'est-à-dire, comme on le ferait pour le génome, hein, c'est-à-dire relire en fait la séquence ADN donc, qui a été synthétisée. Et à partir de cette relecture, on va être capable, nous, en appliquant nos algorithmes, de décoder en fait ce code quaternaire et de reconstruire la donnée en fait qui a été stockée. Alors, si vous voulez bien, je vous interromps là, parce que l'idée, c'est quand même d'avancer étape par étape pour comprendre tout le fonctionnement de cette nouvelle méthode. J'aimerais d'abord comprendre comment on transforme ce langage binaire en un langage sur la base des 4 ACTG, c'est ça? Est-ce que vous pouvez m'expliquer ça? Oui, je crois que votre question, à l'origine, c'était de savoir comment on synthétise effectivement la molécule. C'est bien ça? Oui. Alors, c'est effectivement le plus gros challenge aujourd'hui de tous les acteurs dans ce domaine, c'est comment je synthétise cette molécule. C'est une molécule de type polymère, donc une suite de monomères, de 4 types différents. Et l'idée, ça va être d'enchaîner donc ces petits blocs, ces nucléotides, les uns derrière les autres. Problématique, si je veux bien les enchaîner, il faut les bloquer. C'est-à-dire, je n'ai pas envie d'en ajouter de manière incontrôlée 10 fois le même, faire ce qu'on appelle des homopolymérisations. Désolé pour le... Là, on vous perd. Mais en gros, j'ai aujourd'hui sur le marché une technique qui existe depuis les années 80 et qui a été optimisée, qui s'appelle les phosphoramidites, et qui est une technologie qui est mature, mais problème, elle s'appuie sur les dérivés d'origine pétrolière, très toxiques, très chers. Donc pas l'idéal. Les conséquences environnementales ne sont pas bonnes. On a une deuxième technique qui est en train d'émerger. Il y a notamment une société française qui est très en pointe sur le sujet, c'est DNSCrypt, qui utilise un procédé enzymatique. J'utilise rapidement des terminales transférases, mais on ne va pas rentrer dans les détails. C'est pas trop mal, mais ils sont toujours obligés de contrôler les bases, donc de les modifier avant synthèse. Et il y a une troisième technologie qui est en train d'émerger, c'est une technologie basée plutôt sur des phénomènes biologiques, où là, on ne va pas modifier les bases, et donc on n'a pas d'impact environnemental. Et du point de vue de Bimemory, en tout cas c'est notre thèse, c'est dans cette direction qu'il faut aller si jamais on veut utiliser l'ADN comme support de stockage. Donc vous recréez une séquence d'ADN et ensuite comment vous enregistrez l'information? C'est un algorithme qui va transformer le code binaire en un code à 4 informations? Oui, effectivement, et je crois que Marc est la personne qui connaît le mieux le sujet.
Mais en fait, très facilement, c'est quelque chose qu'on fait depuis la nuit des temps, depuis que l'homme est l'homme. On sait passer d'une base à l'autre, de base 2 à base 4, à base 10. On fait du décimal, on fait du binaire, pas de souci. C'est de l'informatique et des mathématiques, rien d'autre. D'accord. Maintenant... Mais là, c'est plus une information électrique. Alors, il y a deux choses. Il y a convertir du binaire en quaternaire, donc en gros, c'est des maths. Oui. Et puis ensuite, il y a la partie physique, c'est-à-dire comment je vais construire ma molécule. Alors, comment je la construis j'ai essayé de l'aborder, c'est-à-dire on va utiliser des propriétés des molécules pour les assembler les unes derrière les autres et en fabriquer des plus grosses. En gros, c'est ça, le principe. Rentrer plus dans les détails, je pense que je perdrai à peu près tout le monde. Vous êtes d'accord avec moi, Marc, je pense. Ouais. Marc, vous voulez préciser peut-être sur cette transformation du langage? Exactement, oui, peut-être pour... en fait, je pense qu'il faut voir qu'il y a deux grosses parties dans cette opération de stockage. C'est une partie qui est effectivement plutôt biochimique, donc qui consiste à faire la synthèse ou le séquençage, donc qu'on appelle l'écriture ou la lecture, et une partie qui est plus ce qu'on nous appelle théorie de l'information. Donc là, moi j'interviens plutôt dans cette partie-là, c'est-à-dire comment convertir le binaire en quaternaire et comment ensuite relire le quaternaire pour le reconvertir en binaire. Donc ça, ce sont comme l'a dit Irfan, ce sont des étapes qui sont plutôt des étapes mathématiques, donc algorithmiques, c'est théorie de l'information, théorie du signal. Et l'idée, en fait, et c'est là où la difficulté, c'est que le système de stockage ADN est un système qui est bruité et même fortement bruité. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on fait les choses, je dirais, n'importe comment au niveau du codage, eh bien, on a de fortes chances de ne pas pouvoir récupérer la donnée que l'on a stockée. Donc, ce qu'on fait, nous, en fait, au laboratoire, c'est qu'on construit ce qu'on appelle des codes quaternaires, robustes au bruit de synthèse et de séquençage, et éventuellement à la dégradation qui peut avoir lieu lors du stockage, de façon à ce que le jour où on va récupérer la donnée par séquençage, eh bien, on soit capable de reconstituer la donnée initiale. Donc, juste pour préciser, ces bruits-là, comme donc, il a été précisé tout à l'heure, par exemple, les homopolymères, il ne faut pas en mettre. C'est-à-dire des codes qui ressembleraient à A, par exemple, ça, c'est banni. On ne peut pas construire des codes comme ça. Alors que si vous utilisez votre ordinateur classiquement, si vous avez des codes où il n'y a que des 0 ou que des 1, ce n'est pas forcément gênant. Donc il y a des contraintes quand même supplémentaires. Absolument, et c'est pour ça que il y a tout un aspect, je dirais, théorie de l'information qui va s'intéresser à prendre en compte ces contraintes et à construire des codes qui sont robustes. Et ces contraintes, et je vais préciser par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, ces contraintes dépendent aussi de la chimie de synthèse, c'est-à-dire selon le type la façon dont vous allez synthétiser votre donnée, selon la façon dont vous allez la séquencer, le type d'appareil que vous allez utiliser pour séquencer et relire votre donnée, les bruits sont différents. Donc il va falloir s'adapter donc à la fois à la chimie de synthèse et au bruit de séquençage. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de rendre plus difficile, accessible l'information quand, au moment de devoir la lire, il faut passer par des processus comme le séquençage? Alors dans les médias, oui, c'est forcément plus difficile parce qu'on a des phases très nouvelles de recherche-développement sur l'ADN. À terme, non, parce que on a une démarche industrielle pour rendre ça très simple et transparent en fait pour nos premiers utilisateurs qui sont, je parle pour toute l'industrie du data storage, nos premiers utilisateurs qui seront les faiseurs de data center, comme OVH. Oui, c'est ça. En fait, tous les acteurs se sont attaqués au sujet aujourd'hui. C'est-à-dire que ce n'est pas nouveau. Vous n'allez pas devancer les acteurs de data center avec ces solutions. Peut-être. Disons qu'ils ont une oreille attentive et on peut supputer qu'ils ont tous investi dans des sociétés comme la nôtre. Oui. C'est notre cas d'ailleurs. Est-ce qu'on peut aborder le sujet de l'obsolescence de ces technologies? C'est la difficulté, vous l'évoquiez au début tous les deux, avec les méthodes qui existent aujourd'hui. Vous nous montriez l'exemple de cette bande magnétique, c'est ça 1960. Voilà. C'est beau, hein donc, comparé là, on a 3 ans de stockage et après il faut tout jeter. Comment ça se passe avec ces capsules? Alors, le temps de conservation est très très important d'un point de vue physique. Donc la molécule elle-même, elle est ultra solide et on en a la preuve. On a un temps de demi-vie, c'est-à-dire la moitié est détruite au bout de 52 000 ans. Ah oui. Donc, en ayant un petit peu de redondance, c'est-à-dire en ayant plusieurs fois la molécule, on peut estimer qu'on pourrait garder la donnée 1 million d'années.
Donc à l'échelle de l'humanité, on est très bien. Il faudra toujours avoir les moyens de la lire. Alors après, il y a l'algorithmie. Il faut trouver un moyen de savoir décoder. Et donc, il y a un travail qui est fait actuellement. On a rejoint une alliance qui s'appelle la DNA Data Storage Alliance, qui a été montée entre autres par Microsoft et Western Digital, qui sont deux acteurs majeurs dans le domaine. Et donc, l'idée, c'est de trouver une façon d'encoder ça qui soit la plus diffusée possible, la plus normalisée possible. Universelle, presque. Alors, oui, universelle. Alors, encore une fois, hein, si je veux relire la donnée brute, tant qu'il y aura de la vie et des hommes, il y aura de la médecine, c'est-à-dire l'accès à l'ADN avec des séquenceurs. Donc, on ne sera pas dans une situation de disquette 3,5 pouces qu'on a connue dans notre enfance, certains pas, où c'est difficile de trouver un lecteur pour faire fonctionner la disquette. Alors justement, on parle de cette question peut-être de standardisation. Marc, vous êtes aussi président du groupe JPEG DNA qui s'intéresse à la définition d'un standard de compression d'images numériques sur ADN synthétique dans le cadre donc, de la standardisation internationale de compression d'images JPEG. Pourquoi on s'intéresse déjà à standardiser ce format d'image sur ADN, bien sûr. Alors, déjà, la standardisation prend du temps, hein, donc ça ne vient pas comme ça du jour au lendemain, donc il faut un peu anticiper un peu les évolutions technologiques. Bon, il s'avère que l'ADN quand même est un très bon candidat en fait pour l'avenir du stockage, en tout cas en ce qui concerne les données froides. Donc voilà, on commence à considérer cette possibilité, et donc c'est pour ça que le JPEG a lancé ce groupe de réflexion en fait pour l'émergence d'un standard qui peut-être sera utilisé un jour. Donc ce standard, en fait, c'est quoi? C'est arriver, alors comme le standard JPEG, hein, que vous connaissez, puisque tout le monde prend des photos avec son smartphone ou ses appareils photo, donc la majorité des photos sont en format JPEG. Donc c'est de définir une façon standardisée de coder en quaternaire une image et donc de la décoder. Et donc ça rejoint un peu ce qui a été dit tout à l'heure, c'est effectivement comment décoder dans le futur, dans 100 ans ou dans même moins de 100 ans, des données numériques qui ont été mises sur de l'ADN. Effectivement, il va falloir faire en sorte qu'il y ait soit des standards qui soient pérennes, soit des façons de conserver en fait le savoir-faire pour décoder. Mais ça, c'est vrai quel que soit le système d'encodage et de standards. Hein. Je veux dire, JPEG, peut-être dans 50 ans, on n'arrivera plus à le décoder parce qu'on n'aura pas le savoir-faire, on aura perdu. Donc c'est un problème en fait générique pour l'archivage des données. Qu'est-ce que ça va changer pour nous? Est-ce que ça va bouleverser nos usages si on arrive à démocratiser cette solution de stockage? Je pense par exemple aux devices qui seront utilisés, je pense aux capacités qui seront décuplées, qui s'éloignent aussi un petit peu des questions de sobriété numérique qu'on adopte de plus en plus aujourd'hui. Alors qu'est-ce que ça va changer pour nous? Alors, pour nous, en fait, je pense que ça ne changera pas grand-chose. Pourquoi? Parce que ces technologies s'adressent avant tout au data center et donc on ne va pas s'en apercevoir. Maintenant, il y a une lame de fond qui arrive, ce qu'on appelle la crise des données. On a de nouveaux usages. Parmi les nouveaux usages, la télémédecine, les voitures autonomes, l'informatique quantique. Et aujourd'hui, on n'a pas de support adapté pour tous ces usages. En fait, ce sont des données de masse, en fait. Cette fameuse cassette que j'emmenais bande magnétique, je peux stocker seulement 2 heures de conduite autonome dessus. Donc, le jour où il y aura des millions ou des milliards de voitures autonomes, on ne sera pas en mesure d'enregistrer les données des capteurs de la voiture. Et donc, ça sera un gros problème et les assurances refuseront d'assurer. Normal. Et la réglementation sera, à mon avis, très rigide. Donc, ce sera l'outil du monde de demain? C'est ça que vous dites? En tout cas, on a besoin d'un outil du monde de demain. Aujourd'hui, on pense que ça sera l'outil du monde de demain parce que les investissements vont dans cette direction. Évidemment, je ne peux pas vous le garantir. Nous, on le souhaite. On pense que c'est le meilleur choix technologique. C'est surtout pour les consommations énergétiques futures. Conservation de l'ADN, hein, pas de consommation d'énergie du tout. Et la production d'ADN, on pense qu'on sera à 1% seulement de l'empreinte carbone des supports actuels. Donc un vrai enjeu énergétique aussi. Marc, pour conclure, est-ce que la France est bien positionnée, vous travaillez au CNRS dans le laboratoire de recherche, au niveau européen ou au niveau international sur ce sujet de recherche?
Alors effectivement, alors en France déjà on a toutes les compétences en fait scientifiques pour couvrir de bout en bout cette chaîne de stockage ADN en partant donc de ce qui se fait en informatique, en bioinformatique, en chimie, en biologie. Donc on a toutes les compétences voilà avec des chercheurs de pointe en fait sur le domaine. Donc récemment donc l'année dernière en fait en fin d'année dernière on a déposé et fait passer un PEPR exploratoire. Donc PEPR, donc ce sont des projets de recherche qui sont financés dans le cadre du 4e programme d'investissement d'avenir. Et donc ce projet s'appelle Molecular Archive. Donc c'est un projet français. Donc je suis directeur de programme de ce projet. Et son objectif est justement de fédérer la recherche française pour donc faire front, je dirais, à ce qui se passe côté États-Unis et avec toutes ces alliances qui se créent. Et donc essayer en fait à terme de pousser la solution vers l'Europe bien évidemment et d'avoir une solution de stockage donc franco-européenne ou européenne, donc pousser en fait vers la souveraineté nationale ou la souveraineté européenne pour le stockage l'archivage des données. Mais c'est un Donc, enjeu de souveraineté. Puisqu'on parle de données, c'est important de rappeler que c'est aussi un enjeu de souveraineté de développer nous-mêmes de nouvelles solutions de stockage. Absolument, sachant qu'on a toutes les compétences en France et en Europe pour le faire. Donc voilà, donc je pense que c'est un point très important. Juste pour le préciser Molecular Archive, donc le projet exploratoire, c'est 20 millions d'euros sur 7 ans. Merci beaucoup Marc Antonini. Je rappelle que vous êtes directeur de recherche au CNRS et que vous travaillez au laboratoire I3S qui est spécialisé dans la recherche de ces stockages de l'information, stockage de demain peut-être, mais aujourd'hui on voit que la technologie avance bien. Merci à vous Erfan Arwani, cofondateur et président de Biomemory, spécialisé vous aussi dans le stockage via l'ADN synthétique. Vous pouvez nous remontrer ces petites capsules juste avant de terminer, voilà. Ça, ce sera peut-être donc le stockage de demain et ce qui composera nos data centers. Si on conclut. Merci d'avoir pris le temps de venir tous les deux sur ce plateau. On se retrouve juste après une courte page de publicité pour votre rendez-vous avec votre coach Startup.